Bonjour Xavier Nogueras, et déjà merci au nom de l'équipe du Baromètre de bien vouloir nous recevoir dans votre cabinet. Je vais commencer avec une première question. On sait que l'accueil des migrants principalement venus de Syrie pose aujourd'hui des problèmes tant humains que politiques et économiques. Certains même vont jusqu'à parler de crise migratoire. Pour vous, quelles sont les vraies causes de cette crise migratoire ? Les causes, on sait très bien que c'est la situation géopolitique en Syrie. Effectivement, vous indiquez que cette migration pose des problèmes économiques. Moi, ça me fait surtout penser à une chose, c'est que il ne faut pas oublier que si la France a décidé d'intervenir, enfin il ne faut pas oublier, il faut le savoir, parce qu'en réalité on pense que la France est intervenue en Syrie au mois de septembre parce qu'elle s'estime en état de légitime défense compte tenu des attentats et de la progression des groupuscules terroristes en Syrie. La réalité, c'est que si elle était intervenue en réaction à une atteinte portée aux intérêts de la nation, elle l'aurait fait, à mon sens, bien plus tôt, peut-être au lendemain des attentats Charlie Hebdo, bien que les frères Kouachi n'aient pas de lien direct avec la Syrie. Koulibaly, oui. Et elle intervient en septembre. Et c'est curieux, pourquoi en septembre? Elle intervient parce qu'en réalité, il y a un flux de migrants très important, donc c'est effectivement des problématiques économiques très importantes sur le territoire français. Et c'est ma position, ça m'engage que moi, mais j'estime qu'en réalité, si la France est intervenue militairement en Syrie, c'est parce que justement, il y avait une atteinte non pas aux intérêts de la nation, mais une atteinte économique à la nation, puisqu'on ne sait pas quoi faire et comment gérer la problématique des migrants syriens. Alors, quelle est la cause? C'est évidemment la cause, c'est d'abord Bachar el-Assad qui massacre son peuple allègrement depuis des années. Une situation très compliquée. Et puis c'est face à l'inertie de l'Occident, je parle de l'inertie parce que mai et juin 2013, Barack Obama s'est posé la question d'intervenir quand on a eu la confirmation que Bachar el-Assad utilisait des bombes chimiques à l'encontre de son peuple. Il a pensé à intervenir en Syrie. Finalement, il a fait machine arrière. De même, avec, je me rappelle de l'allocution de M. Laurent Fabius le 4 juin 2013, où effectivement il dit qu'il faut intervenir et qu'il n'intervient pas. Donc, face à l'inertie des pays européens, vous avez effectivement la Syrie qui va être le théâtre d'abominations, et parce que des groupuscules vont proliférer. D'abord Al-Nosra, Al-Qaïda en Syrie, et puis ensuite, sous l'impulsion d'Al-Zarqawi, progressivement, les troupes venues d'Irak vont arriver en Syrie, et ça deviendra progressivement l'État islamique en Irak et au Levant, et jusqu'en juin 2014, avec la proclamation du nouveau califat, Daesh, qui a pris une immense partie du territoire et qui commet les exactions qu'on lui connaît. Et en réalité, le peuple syrien se retrouve pris, encerclé dans un étau entre, d'un côté, Bachar el-Assad qui massacre son peuple, et de l'autre, des groupes de fondamentalistes, d'islamistes radicaux, de terroristes en réalité, puisque c'est en tout cas l'appellation qui n'est pas la mienne, mais qui est d'abord celle de la communauté internationale. Eh bien, vous avez des populations qui se retrouvent sous les bombardements et qui vont nécessairement, par voie de conséquence, quitter le pays et essayer d'accéder à une vie meilleure dans d'autres pays, notamment en Europe. Donc la cause, c'est celle-là, il n'y a pas de mystère, on le sait. Justement, comment le droit peut ou doit apprécier cette situation, et quelle sémantique ou mécanisme juridique peut-on utiliser? Appréhender cette situation, il y a des conventions internationales, on accueille bien évidemment, je crois, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de cela, mais évidemment on accueille les populations issues de pays membres
guerre. Peut-être on parlait de réfugiés, de migrants, de aussi utiliser le terme terrorisme. Est-ce que quelle ce sont les deux. C'est des populations qui migrent en raison de la guerre qui se déploie sur leur pays, et donc quand ils arrivent sur le sol, on doit les considérer comme des réfugiés. D'ailleurs, lorsque le gouvernement a eu à se prononcer sur leur qualité, il a souligné les voies de droit qui étaient offertes, pas simplement aux Syriens aujourd'hui, mais aux Afghans, à toutes les populations qui se sont opprimées dans leur pays. C'est l'Office français des réfugiés apatrides, l'OFPRA, avec des possibilités de demander à être réfugié politique, et avec la Cour nationale du droit d'asile derrière. Donc effectivement, il y a ces accès-là, ces voies de droit qui sont offertes, et donc lorsque vous migrez dans un pays pour des raisons politiques, vous devez être considéré comme un réfugié. Alors, ce sont des réfugiés, oui, mais c'est en réalité ces organismes-là qui le diront. Hein. Ils le diront après qu'un dossier ait été déposé, qu'on ait examiné leur situation. Bon, j'imagine que l'immense majorité des Syriens seront reconnus comme réfugiés sur le territoire français. Voilà. C'est la guerre, les gens meurent, c'est dramatique, voilà. Et il y a quand même des instances qui sont là pour effectivement étudier au cas par cas la situation de chacun. Et donc l'OFPRA, et si jamais la décision de l'OFPRA est négative, à ce moment-là, la Cour nationale du droit d'asile. On parle justement de migration, de flux migratoires depuis la Syrie notamment. Pensez-vous qu'il y a un risque que des terroristes s'infiltrent en Europe en disant ces flux migratoires? Moi, je trouve que ça relève on en a beaucoup entendu parler de cette histoire, mais que ça relève un peu du fantasme. Et d'ailleurs, c'est franchement une argumentation même un peu nauséabonde, parce que je crois qu'elle a été utilisée la première fois par l'extrême droite en réalité, pour donner une justification à la fermeture des frontières. On ferme des terroristes partout. Je vais vous dire une chose. Ce qui se passe, c'est que si Daesh veut envoyer des terroristes en France, ils envoient des djihadistes français qui se sont formés en Syrie, qui sont partis en Syrie, qui ont porté les armes en Syrie, qui sont formés à poser des bombes en France. Voilà. Et en réalité, vous avez un nombre de départs considérable depuis 2013, et de plus en plus de retours. Et si bien qu'on est sur des allers-retours constants, avec un flux constant migratoire. Et en réalité, je pense que Daesh n'a pas besoin de s'infiltrer parmi les groupes de migrants pour atteindre le territoire français. Vous imaginez le nombre de Français qui font partie aujourd'hui des rangs de Daesh, c'est dramatique. Donc ils sont formés, les derniers attentats de ce week-end en France, la totale démonstration, ce sont des Français, des Belges, c'est pas des Syriens qui sont passés par des groupes. Donc je pense que c'est une argumentation qui relève du fantasme. En tout cas, c'est pas quelque chose que l'on doit craindre. Si on doit craindre le terrorisme, c'est par malheureusement des gens qui rentrent depuis la Syrie parce qu'ils sont français, par des filières particulières. On évite d'être immédiatement fiché cerné par la DGSI. Des filières de réacheminement bien connues maintenant de ces groupes-là. Et je crois qu'on n'a pas à craindre que dans les groupes vraiment ça relève du fantasme, et c'est quelque chose, à mon avis, qui est là pour terroriser, pour le coup, les populations françaises. Voilà. Juste pour faire un point très précis sur le fichage, vous pensez que c'est pas effectif? En tout cas, c'est peut-être perfectible? Les fiches S? Oui. Ouais, je crois que je sais pas, personne ne peut savoir, parce que qu'est-ce que c'est que le fiche S? Le fiche S, c'est pareil, c'est un fantasme. Qu'est-ce que c'est que la fiche S? Vous pensez qu'ils ont un placard S à la DGSI, ou une grande salle S, où on met toutes les fiches S? Fiche S, c'est simplement quand une personne est concernée de près ou de loin par une affaire liée à la Syrie, on va dire qu'il est fiché S, et même parfois ces fiches S, il faut arrêter 2 secondes, les fiches S, elles apparaissent après, pour pas que la DGSI perde la figure. Est-ce que je veux dire?
quelqu'un qui finalement va être arrêté, et on comprend au moment où il est arrêté que c'est un danger terroriste, il vaut mieux pour la DGSI d'indiquer qu'il était fiché, parce que s'il n'était pas fiché, ça en dit long sur la capacité de la DGSI, et je ne leur jette pas la pierre. La DGSI, ils peuvent pas être de partout, c'est évident. Ils ne peuvent pas travailler correctement, c'est évident, ils sont à flux tendu, c'est très compliqué pour eux, il faudrait 5 DGSI en France en réalité, pour que ça fonctionne. Et la fiche S, c'est... alors aujourd'hui, vous allez fréquenter une mosquée à Bobigny, dans laquelle un type, un jour, est passé et aujourd'hui est en Syrie et s'appelle Omar Hansen, Salim El Galem ou je ne sais pas quel autre nom. Et ben, le fait de fréquenter cette mosquée vous êtes susceptible d'être fiché S. Aujourd'hui, il y a une crispation depuis les attentats, il y a des types qui sont assignés à résidence avec une obligation de pointer 4 fois par jour, simplement parce que ils tiennent un kebab. Et que dans ce kebab, parfois il y a des gens qui viennent en djellaba, avec une barbe sans la moustache, donc on se dit que c'est des salafistes, discuter un petit peu de la situation en Syrie. Et on dit qu'ils sont fichés S. Alors effectivement, après, il y a des vrais individus qui sont ciblés par les autorités, qui sont réellement ciblés par les autorités. On sait, on les connaît ces noms. Mais vous me dites, est-ce que c'est effectif la fiche S? Est-ce qu'on peut en savoir? Puisque par définition, elle est souterraine, elle est inconnue. Et d'ailleurs, dans les procédures administratives, quand je dépose des recours administratifs devant le tribunal administratif pour contester des arrêtés ministériels, vous savez, les arrêtés ministériels d'interdiction de sortie du territoire depuis novembre 2014, ou alors maintenant, assignation de résidence, etc., quand je saisis ces juridictions, je demande à ce que le ministère de l'Intérieur, sur la base de ces informations, les personnes sont assignées à donc je demande au ministère de l'Intérieur, en tout cas au tribunal administratif, d'enjoindre le ministère de l'Intérieur de mettre sur la table de façon contradictoire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour désigner telle personne comme fiche S, et ils sont bien incapables de le faire. Ils sont bien incapables de le faire. Donc parfois, ça, fiche S, c'est ça, c'est une fiche avec 4 lignes dessus. Voilà, 4 lignes dessus. Ah bah oui, donc c'est un islamiste radical qui veut partir en Syrie. Voilà. Là, c'est une fiche DGSI, c'est ça une fiche S. Il ne faut pas croire qu'une fiche S, on a vos mensurations, votre taille, la couleur de vos yeux. Non, non. C'est quelque chose d'assez aléatoire, quelque chose d'assez... c'est particulier. Voilà. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, mais voilà. Aujourd'hui, on nous dit, l'intervention de l'ancien président de la République, qui nous dit, oui, alors, il faudrait, après les attentats, il faudrait que toutes les personnes qui sont fichées S puissent être assignées à résidence. Mais déjà, qui sont ces personnes? De quelle manière est-ce qu'ils sont fichés S? C'est qui décide? Qui décide? Quelle est l'autorité? Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait 5 DGSI. Donc vous rejoignez le juge Préville quand il dit que la justice manque de moyens? Bien évidemment, enfin, je le rejoins, je ne sais pas si c'est lui ou moi, je ne sais pas le lui ou de moi lequel a rejoint l'autre, enfin, probablement c'est moi qui l'ai rejoint, parce qu'il y a évidemment bien plus d'expérience que moi, mais enfin, ma petite expérience de la galerie de Saint-Éloi me démontre que ces pauvres magistrats travaillent dans des conditions extrêmement particulières, que ce soit les magistrats des juges d'instruction ou le parquet antiterroriste. En gros, il faut évidemment multiplier les policiers de la DGSI au moins par 20 pour pouvoir avoir un travail effectif pour être de partout. Et vous avez 9 ou 10 magistrats à la Galerie Saint-Éloi qui rendent des dossiers tous les jours. Et juste un exemple, par exemple. Juste un exemple. Lorsque un magistrat est permanent le week-end, parce qu'il y a la DGSI qui va déférer, à l'issue des 96 heures de garde à vue, va déférer un type, parce qu'il y a des délais, donc il défère un type, et le type va être présenté à un juge d'instruction à la Galerie Saint-Éloi. Bon, admettons que ça arrive un samedi ou un dimanche. Bon, le juge il est permanent, il va travailler, mais il faut une greffière aussi pour travailler. La greffière, quand elle vient travailler le week-end, ça lui fait 5 jours d'RTT derrière. À la Galerie Saint-Éloi, on compte l'RTT aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si le magistrat, pendant 5 jours, il n'a plus sa greffière, qu'est-ce qu'il fait avec ses autres dossiers? Vous vous rendez compte? Il y a un moment donné, il y a une incompatibilité entre les moyens qui sont alliés. Et ça, c'est un problème dont on parle depuis le début. Ils savent très bien, même s'il y a effectivement des efforts qui sont faits, on renforce les équipes, etc.
Mais oui, je rejoins évidemment l'excellent juge Trévidic pour dire qu'on a évidemment un problème de moyens qui est au cœur du sujet aussi, ouais, au cœur du sujet. Et c'est d'autant plus au cœur du sujet qu'en réalité la réaction derrière, plutôt que de travailler mieux, puisqu'on aura plus de moyens, on va durcir notre système. On va durcir le système, on va armer les policiers municipaux, on va anéantir progressivement un certain nombre de libertés fondamentales. Et tout le monde accepte cela. Posez la question, il y a des sondages qui sortent, 95% des Français sont d'accord avec les assignations en résidence. Parce que s'ils sont assignés à résidence, c'est que quelque part ils sont coupables. Mais est-ce que je veux dire, et nos libertés fondamentales d'aller et venir, d'entreprendre, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, qui ont des emplois dans les assignés à résidence, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus rien faire en réalité. Et ça ne dérange personne. Donc en réalité, alors qu'on devrait essayer de gérer le problème en injectant des moyens, on le règle avec de la poudre aux yeux, en mettant plus de militaires dans les rues, en armant nos policiers municipaux, en faisant des lois pour prolonger l'état d'urgence. Ça pousse vraiment au questionnement. Mais moi, je ne fais que reprendre par ailleurs l'argumentation de Robert Badinter qui disait que finalement, un pays qui durcit ses lois, au mépris des libertés qu'il a mis des années, des siècles à mettre en place, à conquérir même, ce pays qui se crispe, c'est ce pays qui cède au terrorisme. Et quand Robert Badinter nous exhorte à ne pas céder au terrorisme, c'est d'appréhender le problème tout en restant dans notre légalité, dans notre état de droit. Nous sommes la France, l'état de droit par excellence, avec des institutions qui, même si elles manquent de moyens, fonctionnent, avec des droits des individus qui sont des droits importants. Et sous prétexte qu'on est effectivement dans une période extrêmement compliquée, où tout le monde est terrorisé, 133 morts, 300 blessés dans nos rues, c'était nos amis, on a un confrère, un jeune confrère qui avait prêté serment, qui est décédé au Bataclan. Enfin, évidemment, et je crois que une manière de résister au terrorisme, c'est justement de continuer à lutter avec notre arsenal, qui est un bon arsenal juridique, et de ne pas anéantir progressivement ces fondements qu'on a mis tellement de temps à bâtir, à construire. C'est ça le danger. Et donc voilà, et c'est Badinter qui disait cela. Évidemment, il a évidemment raison. La loi sur le renseignement, je donne la parenthèse, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais la loi sur le renseignement, le Patriot Act à la française, vous vous rendez compte du glissement progressif de notre société vers un état, une zone peut-être de non-droit, c'est aussi peut-être un jour finir par se comporter comme deux agresseurs. Vous parlez des Français justement qui partent en Syrie pour faire Daesh. Que pensez-vous de ces Français, de leur justification, pourquoi ils partent Là, ils partent tous. Alors, en fait, bon, la problématique est un peu technique, ça dépend. Pour regarder à peu près, enfin, pour essayer de comprendre leur motivation, il faut se placer, il faut remonter un petit peu dans le temps. On ne part pas avec les mêmes motivations en 2013 qu'en 2014 et qu'en 2015. Bon. Parce que vous comprendrez que la proclamation du Grand Califat, juin 2014, Daesh, parce que l'État islamique qui devient Daesh, c'est tellement mondialement diffusé comme information qu'on n'a plus besoin de filière d'acheminement, on n'a plus besoin de convaincre les jeunes arrivent à s'auto-convaincre. C'est de l'auto-radicalisation. En 2013, on part pour faire tomber Bachar el-Assad. On est dans un esprit beaucoup plus guerrier, mais guerrier pas au sens terroriste du terme. On veut davantage en 2013 partir avec un esprit d'humanité, c'est-à-dire qu'on nous vend que effectivement le peuple arabe se fait massacrer par Bachar el-Assad. Donc on part, et comme c'est pas organisé sur zone, on sait pas, il n'y a pas encore réellement des organisations, c'est un peu vraiment c'est le fouillis, on part pas pour prêter allégeance à une organisation terroriste, on part dans le but d'aider à faire tomber Bachar el-Assad. Bon, allez, progressivement, ces groupes-là terroristes vont prendre de l'ampleur. Al-Nosra et ce qui viendra notamment Daesh, mais bien d'autres aussi, le Front libérateur syrien, le Jaish Mohamed, etc.
que les jeunes ne peuvent pas expliquer qu'ils partent, enfin qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc ils partent pour rejoindre ces groupes. Et alors, il y a toujours, c'est toujours effectivement, je pense vraiment fondamentalement qu'ils partent aussi avec un esprit d'humanité. Cette espèce d'appartenance chevillée au corps à cette population qui se distraient de ceux qui sont massacrés. Donc ils partent aussi pour les aider, mais aussi pour faire la guerre aux côtés de Daesh, et non aussi pour prêter allégeance à un groupe, et appartenir à une entité, et se donner de l'existence, de l'importance, l'existence et de l'importance qu'ils n'ont pas eu sur le territoire français, pour les raisons qu'on connaît, des carences dans l'éducation, des carences à tous les niveaux de notre société. Ils partent à un moment donné, je pense aussi, où ils vont chercher un frisson, et pour beaucoup c'est la désillusion, mais c'est vrai qu'à partir de 2014-2015, ils savent très bien où ils vont rejoindre Daesh, voilà. Ou Jabhat el-Nusra. Ils partent là-bas, si vous voulez, Bachar. Ah, si, parce qu'en fait, il y a aussi une troisième phase. La première, 2013, c'est vraiment pour Bachar. La deuxième, c'est pour remplir les troupes de Daesh. Voilà. Et la troisième phase, elle est beaucoup plus... on l'a vu surtout sur la deuxième partie de l'année 2014, elle est plus idéologique. On nous a vendu, enfin, on leur a vendu, par le biais des propagandes, et des fameux hadiths, c'est-à-dire le Coran expliqué, etc., l'idée que le grand rassemblement des musulmans à l'Apocalypse, qui pourrait être l'Apocalypse pour eux, c'est le Shem. Le Shem, c'est une région. Et donc, ils rejoignent, ce sont des départs prophétiques. On répond à une prophétie. Voilà, c'est ça, en fait, en 2014 et en 2015, c'est des jeunes, ils partent parce qu'ils pensent qu'en fait, leur vie, c'est là-bas. C'est l'hijra, c'est une migration à l'envers, c'est le fait de quitter son pays pour rejoindre un pays dans lequel on applique des principes. Donc la charia, on applique la charia. La charia, il faut aussi essayer de la comprendre, c'est pas que les châtiments corporels, la charia, c'est la loi islamique. Donc ils partent aussi dans un pays qui est un pays qui est le leur, donc dans un État islamique. Pas l'appellation État islamique au sens du nom du groupe, mais ils partent rejoindre un État islamique, un État dans lequel ils pourront être musulmans. Et donc on est dans des départs qui sont beaucoup plus idéologiques en réalité. Donc première phase, un départ guerrier pour faire tomber Bachar el-Assad. Après, par curiosité, et puis un peu voilà, pour grossir les rangs de l'État islamique, avec cet esprit aussi d'humanité, en voulant aider peut-être. Et puis c'est surtout après, sur la troisième phase, où on part rejoindre son pays. Son pays, c'est un exode à l'envers. Voilà, ils partent rejoindre leur pays, le Shem, cette région-là. Voilà. C'est pour ça qu'ils partent. Et du coup, est-ce que ces jeunes-là qui reviennent, enfin quand ils reviennent en France, est-ce que vous pensez que l'État pourrait utiliser des mécanismes pour essayer de les réintégrer Ils le font. Ils le font. Ils le font. Suffisamment? Il le fait. L'État le fait. Il le fait suffisamment. Ils ont bien été obligés de se poser des questions au lendemain des attentats du mois de janvier. D'abord, le stade numéro 1, c'est l'incarcération. Bon, voilà. En même temps, c'est compréhensible. Le type qui revient d'un groupe dans lequel on lui a expliqué qu'il faut faire énormément de mal aux Français, qui voue une haine profonde aux Français, c'est normal que la personne soit, de façon, c'est l'avocat de la défense qui vous parle, de façon préventive, placée en détention, pour que l'autorité judiciaire puisse faire une évaluation de son degré de dangerosité, et puis une étude de sa personne, simplement pour savoir si cet individu veut du mal à la France ou pas. Bon. Ce que nous contestons, nous, c'est que c'est la systématisation de ces placements en détention provisoire, qu'il y ait une systématisation de la judiciarisation, c'est-à-dire qu'il soit systématiquement appréhendé par la justice. Ça n'est pas un problème, c'est même, à mon avis, une absolue nécessité. Qu'il soit systématiquement placé en détention provisoire, c'est contestable, systématiquement, parce qu'effectivement, des gens, on peut raisonnablement penser qu'ils ne, sans les placer en prison, qu'ils ne porteront pas atteinte à l'État français.
Et ce qu'on conteste surtout, c'est une fois qu'ils sont rentrés, c'est leur incapacité à sortir de prison, puisque les informations judiciaires, comme vous le savez, sont extrêmement longues, d'accord? Elles durent parfois 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, pendant ces 2 ans et demi, il y a toujours un attentat. Voilà. Et un attentat va avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir carcéral de la personne qui est en détention. C'est qu'il est en détention selon un titre qui s'appelle un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt a une durée de validité de 4 mois dans les affaires correctionnelles, parce que ce sont toutes des affaires correctionnelles. Donc tous les 4 mois, elles sont renouvelées, et c'est renouvellement permanent jusqu'à leur comparution devant la juridiction correctionnelle. Pour la petite histoire, nous sommes le 19 novembre 2015. Le 1er décembre 2015 commencera le premier procès de filière djihadiste syrienne, des types qui ont été incarcérés en novembre 2013 pour un départ en juin 2013. Le premier procès commence le 1er décembre 2015. Après arriveront tous les autres procès, il y a énormément de procès qui vont arriver sur les filières syriennes. Je ne dis pas que la 16e chambre correctionnelle n'a pas encore connu de dossier terroriste, mais c'était soit ACMI, soit l'Irak, le Yémen, ou la Corse, ou les Basques, si vous voulez, etc. Mais les problématiques syriennes arrivent enfin à l'audience à partir du mois de décembre. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les types sont en prison depuis déjà 2 ans et demi. 2 ans. Donc c'est long. Donc ces informations judiciaires sont très longues, et les types rentrent en prison, ils restent jusqu'à ce qu'ils comparaissent devant un tribunal. Et donc, pour répondre à votre question, nous contestons la systématisation. Est-ce que l'État français fait quelque chose pour les insérer? Oui, mais c'est secondaire. D'abord, l'État français essaye de se prémunir d'un éventuel passage à l'acte. Mais on a, depuis janvier, la mise en place des fameux centres de déradicalisation, d'aller voir un peu ce qui se faisait à l'étranger, l'écoute. Voilà, je ne sais pas si on peut faire grand-chose de plus. On a expérimenté. Fresnes a été la première division de Fresnes, une zone d'expérimentation. Est-ce qu'il faut tous les mettre ensemble, les parquer comme des moutons pour éviter que leurs idées se propagent dans les autres divisions de la maison d'arrêt, ou est-ce qu'il faut les mêler aux autres, etc. Donc on se pose des questions. Je pense qu'il y a une attention quand même qui est portée, et puis sur eux d'abord, et puis d'abord aussi sur ce qui fait qu'ils en sont arrivés là. Beaucoup de prévention. Sur ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une rupture. L'école, la rue, voilà. Donc oui, je pense qu'ils le font. Maintenant, il faut continuer évidemment à le faire. Et quand il y a un attentat, c'est compliqué. Parce que du coup, il y a amalgame. L'amalgame est très dangereux. C'est que finalement, tous ceux qui sont partis en Syrie sont des terroristes. Et puis, ça part de là et ça finira que tous les musulmans sont des terroristes. Que c'est ça l'amalgame. C'est ça qui est très très difficile. C'est dramatique, c'est que là, l'image que ces attentats ont diffusé par rapport aux musulmans de France, d'Europe, etc., c'est dramatique. Parce que la population se crispe. Vous avez bien vu que le Front National monte en flèche, les populations se crispent, réellement. Donc il va falloir continuer à mettre un effort, non pas sur le tout carcéral, mais aussi sur autre chose, c'est-à-dire sur le préventif. Mais c'est compliqué lorsqu'on arrive à des situations d'extrême violence, comme celle qu'on a vécue le week-end dernier. Et suite justement au attentat donc, de janvier et là du 13 novembre, pensez-vous qu'on doit changer tout ce qui est toutes les réponses à la fois judiciaires et policières? Je pense notamment à l'état d'urgence, on avait un peu parlé tout à l'heure. Doit-on instaurer un état d'urgence limite permanent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne suis pas politique. Moi, je suis simplement là pour vous dire que l'état d'urgence a pour conséquence de suspendre les libertés. Et qu'à partir du moment où on suspend les libertés, il faut que ce soit temporaire. Ça ne peut pas être permanent. Et pourquoi 3 mois de plus? Qu'est-ce qui nous dit que dans 3 mois, il n'y aura pas 3 mois de plus? Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la solution. Je suis aussi terrorisé que vous, que n'importe qui. Je me pose même d'ailleurs la question sur ma capacité à continuer à défendre des gens concernés par cette problématique, mais je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un observateur de notre société, je ne suis pas un commentateur non plus, je suis un avocat, et je suis là simplement pour regarder s'il y a des excès dans l'anéantissement de nos droits. Est-ce qu'il y a effectivement moyen de les dénoncer
Parce que finalement, ce sont les libertés de tous, en réalité. Lorsque les gens veulent plus de sécurité, ils ne se rendent pas forcément compte que ce sont leurs droits qui sont progressivement anéantis.